Eh bien, nous sommes heureux, hein, nous sommes heureux d'accueillir, de vous accueillir et d'accueillir la parole de Fabien Landron. Sa parole qui est une parole vraiment ancrée, hein, dans son sujet, dans une italianité que nous partageons, hein, que nous défendons. Nous en parlions tout à l'heure aussi à propos de la Corse et de la Sardaigne et peut-être aussi de l'ensemble du littoral italien qui nous regarde. Moi, lorsque j'évoque ça, je ne peux pas oublier que tous les 2 jours, je m'en vais faire sur les hauteurs de Bigougne une promenade, on va dire, hygiénique, et que je découvre les 3 îles. C'est vraiment un régal pour moi, c'est un parcours. Hein. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais lorsque j'étais gamin, on nous interdisait de regarder de ce côté-là. Je suis né en 1945, c'est-à-dire que le souvenir de l'occupation italienne était très proche. Et donc, toute une génération a vécu dans l'oubli, hein, dans l'oubli de cette italianité. Et bien heureusement, nous avons franchi cet obstacle. Et désormais, il nous faut comment dire, rattraper le temps perdu d'une certaine manière et retrouver une réalité qui ne dépend absolument pas des images stéréotypées que nous avons pu acquérir dans cette période-là et qui nous ont fait tant de mal. Voilà. Nous avons évoqué les images. Je crois que c'est ce que vous avez choisi comme sujet pour aujourd'hui, avec toutes les dimensions. Images, n'est-ce pas? Images de la réalité, mais aussi ces transformations jusqu'aux stéréotypes. L'idée de la représentation, justement. Oui. La représentation, voilà, et la représentation cinématographique, mais dans la mesure où elle représente aussi, où elle est le rapport à une image profondément ancrée. Bon, j'aurais envie de bavarder à ce sujet, mais je ne le ferai pas parce que je sais que ta parole sera aujourd'hui programmée de manière très substantielle. Merci encore. Merci, c'est moi. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, on va couper celui-ci. Hop. Donc, merci d'être là. Merci aussi à mes étudiants, notamment, qui vont, je crois, retrouver pas mal de pistes qu'on va aborder ensuite en cours, que ce soit cette année ou l'an prochain. Les collègues aussi, les curieux qui sont là. On parlait justement de ce rapport à l'Italie et à la Sardaigne avec Jacques Thiers juste avant. Moi, je suis toujours friand de ces rencontres autour de la Sardaigne et du lien entre nos îles, surtout à une époque où je vous rappelle que le bateau qui fait la liaison entre Santa Teresa et Bonifacio, donc on est en 2020, hein, est suspendu parce que le bateau s'est pris des rochers à la sortie du port de Santa Teresa et les liaisons sont coupées pendant 10 jours. Donc voilà où on est en 2020, donc on parle de rapprochement entre les îles, mais sauf que le rapprochement physique entre les îles est quand même assez compliqué pour des îles qu'on considérait comme sœurs, et je crois que c'est Alessandra qui disait qu'elles n'ont dit le sœur que le nom, effectivement, parce que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Mais dès lors qu'on parle du cinéma, vous verrez que l'idée des représentations qu'on peut se faire d'une île, que ce soit la Corse ou la Sardaigne, se ressemble assez, et je vais y faire référence, disons, à plusieurs reprises dans le cours de cette troisième stonde relative au lien entre le cinéma et la Sardaigne. Donc un troisième rendez-vous qui succède déjà à 2 premières stondes qui avaient eu lieu au premier semestre et qui avaient permis de brasser déjà le sujet en affrontant d'une part la question de la place du cinéma sarde ou plus largement du cinéma insulaire dans un ensemble plus large, qui était méditerranéen, italien, méridional. Puis, lors d'une deuxième stonde, on avait évoqué les rapports qu'entretiennent le cinéma et la littérature en Sardaigne. Et ces 2 premiers rendez-vous avaient permis d'évoquer un certain nombre de problématiques liées aux différentes phases de processus de création puis de réception d'une œuvre, en considérant celle-ci comme un objet d'affirmation, de réappropriation de l'identité insulaire et méditerranéenne, et on avait parlé d'un riaquiste, ou d'un cinéma sarde, en plaçant ce dernier dans une histoire des représentations de la Sardaigne au cinéma,
dans un jeu de cache-cache, presque avec la vérité, avec l'authenticité d'une île présentée à de trop nombreuses reprises sans doute, dans ses aspects les plus stéréotypés, quand la paresse ou des codes simplistes dus à la monstration cinématographique empêchent parfois ou souvent d'accéder à une interprétation pertinente des signes ou des codes de la culture d'un territoire. Et dans cette présentation volontairement envisagée comme élargie, comme poreuse, comme étendue à d'autres communautés, nous avions évoqué la place d'un cinéma corse à l'appellation récente et difficile, nous l'avions dit, à définir en tant que tel. Cinéma sarde ou cinéma corse, s'agit-il d'un même combat? Pas vraiment, ou plutôt pas totalement, puisque le cinéma corse en tant que long métrage de fiction, alors je parle de long métrage de fiction et de cinéma corse, c'est-à-dire fait par des Corses, en Corse, sur la Corse, pour des Corses, mais pas que. Cette définition de cinéma corse est bien plus jeune que le cinéma sarde, pour lequel je reprendrai la même définition. C'est un cinéma fait par des Sardes, en Sardaigne, sur des problématiques, des lieux, des faits relatifs à la Sardaigne, pour un public sarde, mais pas seulement. Et ce cinéma sarde, dont la réappropriation remonte, je vous le rappelle, aux travaux de Gianfranco Cabiddu, donc à la fin des années 80 avec Disamistade, puis 90 avec Il Figlio di Bakunin, avant une explosion dans les années 2000, pendant lesquelles s'est affirmée la génération du nouveau cinéma sarde, avec des réalisateurs comme Salvatore Mereu, Enrico Pau, Piero Sanna, Giovanni Columbu et bien sûr Gianfranco Cabiddu, où ce sont des noms de réalisateurs que l'on va retrouver au cours de cette stonde. Et nous avions évoqué également la deuxième génération d'un nouveau cinéma sarde, qui est incarné aujourd'hui notamment par deux réalisateurs, Bonifacio Angius, qui a signé un très beau film qui a été diffusé notamment au festival d'Ajaccio et de Bastia, et Paolo Zucca, qui est l'auteur d'un genre tout à fait nouveau, qui est original et risqué d'ailleurs lorsqu'on parle de cinéma identitaire, c'est la comédie. Et on en reparlera tout à l'heure, comme nous parlerons également de ce nouveau cinéma corse, comme j'aime le définir, en écho à la situation sarde, un cinéma qui naît lui aussi en réaction à des années d'hétéro-représentation, c'est-à-dire de représentation par d'autres, souvent folkloriques, souvent schématisées ou trop légères, pour être acceptées, et le terme est important, par des personnes représentées sur l'écran, comme pour réaffirmer l'existence, ou du moins la possibilité d'une réappropriation à travers l'écran. Alors on parle de grand écran, on va parler de cinéma, mais on va parler également de séries, puisque la problématique peut, disons, s'étendre sur d'autres terrains médiatiques, comme la série, qu'elle soit télévisée ou non. Télévisée, puisque oui, il y a des séries qui passent à la télévision, mais aussi, et vous êtes des consommateurs, vous aussi sans doute, des séries qui passent sur des réseaux de streaming, Netflix, etc. Un riaquiste cinématographique, donc incarné plus particulièrement par le jeune balanin Rinato Frassati et par le plus affirmé Thierry de Peretti, dont les Apaches et Une vie violente ont voyagé bien au-delà des frontières naturelles de la Corse. Alors ces œuvres, qu'elles soient sardes ou corses, n'existent initialement que parce qu'elles renvoient à un territoire, parce qu'elles renvoient à des codes ou à une réputation. En effet, n'oublions pas que le cinéma, et c'est du moins la théorie que je défends, existe dès lors qu'il s'adresse à un public. L'œuvre filmique ou même télévisuelle, et c'est encore plus vrai quand on parle de télévision, existe en tant que lien entre un auteur ou un collectif d'auteurs, scénaristes, producteurs, etc., et un récepteur qui est le public ou par les différentes communautés du public. Et pour conquérir ce public, forcément, pour lui parler en quelque sorte, pour le convaincre, eh bien, il faut s'adresser à lui avec des codes simples, avec des éléments de reconnaissance qui lui permettront de placer le propos dans un contexte, dans des lieux, dans une situation particulière, de faire correspondre d'une certaine façon des signes à d'autres qu'il maîtrise ou du moins qu'il connaît et qui, pour la plupart, ont été forgés par la littérature, par le cinéma, par les médias, par les illustrations ou des rumeurs aussi, des on-dit dont l'origine se perd parfois dans la nuit des temps et dont personne ne cherche les fondements. Et cette réflexion est sans doute encore plus vraie pour le cinéma, car en tant que moyen audiovisuel, je le dis souvent, il montre et il fait entendre. Et le principe même du cinéma contraint le spectateur à prendre pour argent comptant ce qu'il voit à l'écran. Pour faire comprendre, il faut montrer. Et l'interprétation est donc bien plus contrainte qu'avec la littérature, qui permet plutôt d'imaginer. Dès lors, le cinéma a largement puisé dans l'ensemble de clichés relatifs à la Sardaigne, ou ici à la Corse, vous verrez qu'on fera le parallèle souvent, à ces images d'Épinal qui ont fondé puis construit ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. Alors c'est une vaste et passionnante question, décontente d'analyser le nouveau cinéma sarde, car l'idée même du stéréotype, eh bien, elle est teintée de négatif. Le stéréotype, la plupart du temps, c'est péjoratif, le cliché, la caricature. Il est souvent facile de s'en servir pour légitimer la position de victime. Si le sarde à l'écran est présenté systématiquement comme un berger coincé dans sa condition, animal et violent, je pense encore une fois à Padre Padrone, qui présentait
l'homme de ce point de vue-là, eh bien, cela entraînera un rejet de la part du public représenté à l'écran. Et d'un autre côté, et paradoxalement, le stéréotype, il est rassurant. Il est rassurant parce que, selon la façon dont il est employé, au contraire, il fédère une communauté dans son rapport à l'autre. Il renforce l'idée selon laquelle le spectateur appartient, puisqu'il en maîtrise les codes, il appartient à un groupe, au-delà de sa propre individualité. Mais avant d'approfondir ces considérations, nous tenterons d'abord de définir ce qu'est le stéréotype et surtout d'analyser sa fonction dans un médium audiovisuel. Alors rappelons l'évidence, le rapport au stéréotype est lié à la question de la représentation de soi par l'autre à l'écran, et donc, et on y revient une fois de plus, à l'identité. C'est l'identité qui est au cœur du problème et au cœur véritablement de la question. Alors à ce stade, je dois quand même préciser que je suis loin d'être le seul à m'intéresser à la question des stéréotypes, puisque grâce au hasard ou non du calendrier, on a eu droit à plusieurs événements scientifiques à la fin de l'année 2019 à l'Université de Corse notamment. Je pense au colloque sur les ethnotypes qui avait été organisé par Eugène Guérard et qui a permis de brasser la question au cinéma, en littérature, dans les réseaux sociaux également. Et puis on avait organisé aussi une journée d'études avec Marie-Pascale Castelli autour des séries en Méditerranée, où on avait beaucoup parlé des stéréotypes et donc du rapport entre un public et un auteur. Bref, vous voyez que la question et l'intérêt scientifique de cette stonde correspond, disons, à ce qui est un peu dans l'air du temps. Et le fond du problème, je le disais plus tôt, est l'idée de montrer. Alors montrer, oui, mais montrer quoi? Qu'est-ce que montrent ces stéréotypes? Alors je ne sais plus si je l'ai déjà dit au cours des stands précédentes, mais c'est une question que je pose souvent aux étudiants, d'ailleurs, lorsque j'évoque la question de la représentation en cinéma. Et c'est une question que je pose indirectement aussi à vous. Si vous deviez tourner un film sur la Corse, eh bien, que montreriez-vous? Les réponses que j'ai eues par le passé et qui sont souvent les plus attendues, c'est la prise en compte d'une Corse intouchée ou intouchable. Souvent, les étudiants me disent nous, ce qu'on veut montrer, c'est la Corse du village, la Corse authentique, faite de bergeries, de chasseurs, de valeurs, de héros. Une Corse agro-pastorale. Pourtant, je crois, à des années-lumière de ce que nos jeunes connaissent aujourd'hui au quotidien, à l'heure de la mondialisation, à laquelle la Corse, je crois, n'a pas échappé. Et je finis souvent par leur dire, un peu par provocation, mais j'y crois quand même fortement, que la Corse que l'on connaît davantage n'est pas celle-ci, c'est plutôt celle de la modernité qui a largement pris le pas sur la tradition. La Corse d'aujourd'hui, je crois, c'est davantage la ville, les centres commerciaux, les problèmes liés à l'alcool ou liés à la drogue. C'est les cités, c'est l'égoïsme, le racisme. Et si je devais représenter la Corse d'aujourd'hui, eh bien moi, Fabien Landron, mais je ne sais pas si c'est partagé, on le verra par la suite, eh bien, j'éviterais de montrer des bergers, des femmes en noir ou des matsés, parce que j'ai l'impression que ce sont des choses qui appartiennent, non pas au passé, mais en tout cas à une vision peut-être idéalisée de la Corse. Mais, je vais nuancer mon propos, tout ceci forme évidemment quand même un ensemble. C'est notre culture. Mais dans le rapport à l'authenticité ou à la réalité qu'entretient souvent le cinéma à un territoire, j'irais davantage vers la monstration de la modernité, dans le conflit qui l'oppose souvent et presque toujours en réalité à la tradition. Car ce conflit entre tradition et modernité est très présent dans la cinématographie insulaire, surtout à ses débuts. Si je prends le cas de la Corse et de la Sardaigne, on note que le nouveau cinéma, qu'il soit corse ou sarde, naît en réaction à quelque chose. Il naît d'une volonté d'émancipation. C'est une rupture face à une vision qui a été stéréotypée. Mais on verra que ce nouveau cinéma sarde a du mal à échapper à ces clichés, à ces stéréotypes. Et il est souvent bien plus courageux, vous verrez, de se conformer aux stéréotypes traditionnels que d'en inventer de nouveaux. Et si je dois ramener la question à des exemples plus concrets, c'est ce qu'on voit à l'écran, et plus proche de nous, est-ce que je vais adhérer plus volontiers à la Corse de Rinato Frassati dans Les Exilés? On le voit ici, en bas à droite. Le héros mythique ou mythifié, je pense à Napoléon, je pense à Pasquale Paoli. Ou bien est-ce que je vais plutôt aller vers le regard pessimiste et engagé, malgré lui peut-être, de Thierry de Perrette dans Les Apaches, avec le fait divers, le meurtre, des jeunes qui sont perdus dans une société, ou bien dans une vie violente avec les dérives mafieuses d'un nationalisme qui est finalement tout sauf idéalisé. Alors je vous laisse y réfléchir, mais en attendant, je vous propose d'avancer sur la question des définitions du stéréotype, car elle est, vous allez le voir, complexe. Alors prenons appui sur la définition du CNRLTL, qui est un peu notre outil de base pour les définitions. Alors qu'est-ce que le stéréotype? Alors on lit en psychologie et sociologie, idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à un examen critique par une personne
ou un groupe, on retrouve encore notre idée de communauté, etc. Nous avons déjà ici des éléments qui confirment, d'une certaine manière, les propos que nous tenions sur le côté passif du spectateur, qui a tendance à prendre pour argent comptant ce qu'on lui présente à l'écran. Et puis on lit aussi un peu plus bas, gestes, mouvements, paroles répétées de façon mécanique, sans participation de la volonté et inadaptées à la situation. Et puis, forme constante, modèle, patron, tout en bas. Le modèle, l'idée du modèle, vous verrez que c'est une chose qu'on va retrouver. Donc vous le voyez, le stéréotype impose par sa fréquence notamment l'idée d'un modèle qui tente à mettre en place et en forme une série d'éléments qui composent à terme l'idée que l'on en l'occurrence c'est le spectateur, se fait d'un territoire, d'un peuple ou d'une situation. En d'autres termes, si nombre d'œuvres me présentent la Sardaigne de cette façon, avec toute une série d'éléments récurrents, qu'on verra après, eh bien moi, spectateur, qui ne suis jamais allé en Sardaigne, je l'imagine, je la visualise de cette façon. Alors bien sûr, le stéréotype, qu'il soit ethnique ou non, d'ailleurs, n'est pas en soi forcément négatif, mais il s'appuie aussi sur ce qu'on appelle le fond de vérité. Mais de l'authenticité de la caricature, il n'y a qu'un pas qu'il est facile de franchir volontairement ou involontairement dès que l'on veut représenter. Alors il est vrai qu'encore aujourd'hui, l'évocation de la Sardaigne dans l'imaginaire collectif tient principalement à la façon dont son image a été façonnée par le corpus, alors d'abord littéraire, puis cinématographique, précédant l'ère de la réappropriation. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on a dans le cinéma sarde classique? Ce sont des paysages de cartes postales qui renvoient le plus souvent à une terre lointaine, exotique, peuplée d'habitants aux mœurs étranges, qui perpétuent le mythe du bandit ou du sauvage, une vision caricaturale d'une région périphérique, éloignée de toute forme de modernité, entretenue par une surexploitation des thèmes délédiens et banditesques au cinéma, à partir d'un modèle littéraire préétabli. Dès lors, parler de la Sardaigne signifierait se conformer à une sorte de cahier des charges, d'inventaire des éléments dont l'une des fonctions serait de permettre, avant tout devrais-je dire, la reconnaissance de la part du spectateur. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui est observable, et c'est surprenant, dans la plupart des films du nouveau cinéma sarde, car en effet, rares sont les œuvres, y compris dans le cinéma d'aujourd'hui, qui s'en détachent presque totalement. On y reviendra plus tard. Le fait est que l'usage du ou des stéréotypes s'appuie sur, je disais, le fond de vérité, puisque le cliché, le stéréotype, objectivement, naît de quelque chose. Et c'est sa représentation, sa transposition à l'écran qui le renforce, et sa répétition qui le rend au final caricatural et donc d'une certaine façon négatif. Et c'est l'effet, disons, globalisant qui rend le stéréotype discriminant, qui le transforme en préjugé. Alors je donne l'impression d'insister sur ce fait, car ce qui a forgé en partie la vision de la Sardaigne aux yeux du monde, eh bien c'est tout ça. En littérature, par exemple, c'est Grazia Deledda qui a exporté la vision d'une Sardaigne archaïque, rurale. Au cinéma, ce sont les rares films relatifs à la Sardaigne qui se sont exportés dans le monde. Deux exemples ici, Banditi Orgosolo et Padre Padrone, qui sont les deux modèles, les deux films que l'histoire semble avoir retenus. Donc dans une moindre mesure, Banditi Orgosolo. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Une Sardaigne rurale éloignée de la modernité. On voit des bergers, des bandits. On va en voir souvent dans ces films sardes. Puis en 1977, Padre Padrone et sa vision terrible de la condition fermée des Sardes, représentée d'une certaine façon, alors je caricature volontairement, comme des arriérés en proie à une condition fermée dont il est extrêmement compliqué de s'extraire sans violence. Et c'est là que le stéréotype devient globalisant. On ne représente plus le simple individu, mais l'individu membre d'un groupe, et souvent un groupe face à un autre. C'est donc, vous voyez, un facteur lié à l'identité, individuelle et collective, qui marque l'appartenance à un endogroupe face à un exogroupe et qui va faire fonction de lien entre les peuples, entre les communautés, entre l'image qu'ils se font des autres et celle qu'ils se font d'eux-mêmes. Et la question n'est pas finalement de savoir si le stéréotype est correct ou incorrect, mais savoir si il est utile ou nocif. Alors ce qui est assez étonnant lorsqu'on se penche sur la filmographie de notre nouveau cinéma sarde, eh bien c'est le paradoxe qui existe entre d'un côté la volonté de la part des réalisateurs de la réappropriation du riaquiste ou identitaire cinématographique de fonder, même malgré eux, les bases d'une expression plus authentique d'un territoire, d'une culture, etc. Et de l'autre, l'absence de rupture avec ces films qui, pendant longtemps, ont forgé l'image stéréotypée de la Sardaigne et se sont imposés finalement comme un modèle. En effet, on pourrait s'attendre à ce que la rupture entre un supposé ancien cinéma sarde et un nouveau cinéma sarde soit marquée par la mise en place et la mise en scène d'un certain nombre de codes nouveaux, peut-être plus modernes par rapport à la vision traditionnelle ou passéiste des codes relatifs à la Sardaigne. Or, ce n'est pas si évident, en effet, nous le verrons par la suite, les stéréotypes, classiques donc, ont la vie dure, y compris dans le nouveau cinéma sarde, parce qu'ils sont, d'une certaine manière, et surtout au début, les garants d'une identité sarde à laquelle il a fallu sans doute se conformer pour mieux la digérer. En d'autres termes, les premiers films de la réappropriation reprennent les codes traditionnels, la situation,
la faïda, c'est-à-dire la vendetta, la vengeance sarde. Les personnages classiques, le balente, qui est l'homme fort, la mer, le bandit, les décors, on a souvent une Sardaigne de l'intérieur, rarement la ville, des éléments de reconnaissance, etc. Mais ces films ne chercheront que plus tard à les dépasser, jusqu'à en inventer de nouveaux. Alors ce réemploi d'un certain nombre de stéréotypes dans plusieurs films du nouveau cinéma sarde marque de prime abord que le groupe stigmatisé peut ou doit se confirmer à l'image qui lui a été attribuée. Les Sardes seraient donc les esclaves d'une violence latente, enfermés dans un schéma de société figé et oppressant, incapables de se tourner vers une quelconque forme de modernité. C'est une question. Le groupe stigmatisé, en tout cas, se conformerait à l'image qu'on lui a attribuée, alors même que la démarche de réappropriation naîtrait de la volonté de s'en défaire, créant dès lors la difficulté de définir son identité de manière claire et objective. La conformation presque automatique à l'image prédéfinie d'une communauté et d'un groupe semble donc difficilement évitable dans le vécu et dans la représentation, au détriment, dans le processus de réappropriation de l'image, du refus premier de l'amalgame avec cette vision réductrice et imposée. Mais on peut prendre ce problème à l'inverse et contourner cet aspect négatif dès lors qu'on prend en compte l'effet valorisant du stéréotype dans l'élaboration de l'identité sociale. En effet, selon la psychologie sociale, qui étudie les relations et les interactions sociales, le stéréotype peut être utile lorsqu'il marque l'appartenance d'un individu à un groupe. Et c'est pourquoi il est aussi présent dans plusieurs films, on verra, de Kabid, ou Sam, Columb ou Emere, qui sont pourtant, nous l'avons dit, les artisans de la réappropriation. De facteur de tension donc à l'origine, il perd sa nocivité lorsqu'il permet finalement la cohésion du groupe et la consolidation de son unité. Quand il est assumé et partagé par les membres d'une même communauté, il devient même un facteur essentiel de l'élaboration de l'identité sociale. Donc l'usage des clichés, volontaires ou non, dans les films du nouveau cinéma sarde, trouve ici une de ses justifications. Cependant, une identité peut difficilement être uniforme, fût-ce au sein d'une même communauté. La société sarde est multiforme, elle est plurielle, comme la société corse. Et ces différents visages peuvent ne pas se reconnaître dans l'usage d'un certain nombre de stéréotypes, pourtant récurrents dans de nombreux films du nouveau cinéma sarde. Il existe en effet une autre ou plusieurs autres Sardaignes que le réalisateur Enrico Pao notamment décide de mettre en scène dans un type de cinéma qui se démarque par son esthétisme et les thématiques abordées, allant presque jusqu'à créer un autre type de cinéma sarde, et ainsi la question de la modification du stéréotype au moyen de l'image devra-t-elle être posée. Alors justement, ces stéréotypes présents dans le nouveau cinéma sarde, on arrive à l'essentiel, quels sont-ils ? Alors commençons par les représentations de la Sardaigne traditionnelle. Si l'on prend l'ensemble du corpus, eh bien, on a l'impression que le nouveau cinéma sarde cherche à dresser une sorte de catalogue des us et coutumes, des personnages, des lieux, des situations absolument conformes à l'image de la Sardaigne rurale et archaïque que nous avons tous en tête. Donc, vous verrez, si on veut connaître la Sardaigne, il suffit de regarder la dizaine de films qui constituent le corpus, on a tout dedans. Et donc ce recours au pittoresque, dont la fonction première serait de permettre la reconnaissance de la part du spectateur, parce que ces stéréotypes visuels, vous allez voir, aident la reconnaissance de la part du spectateur, le réemploi entretient une familiarité et s'associe également au plaisir que ressent le spectateur. C'est pourquoi les films dits de la réappropriation réemploient ces éléments stéréotypés, donnent l'impression de se conformer au modèle, alors même qu'ils sont censés combattre le cliché. Alors, cette démarche, évidemment, elle tient une première contrainte, la question du décor. Si je tourne en décor réel, je vais forcément retrouver des paysages propres à la Sardaigne. Alors, c'était le cas pour la plupart, sauf, je disais, pour Enrico Pao, qu'on verra par la suite. Ils ont eu à leur disposition des paysages sauvages et des villages caractéristiques de la Sardaigne. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou d'une intention ? Sans doute les deux, car les décors ne sont pas seulement employés pour leur fonction première, celle d'offrir un cadre à un récit filmé, mais ils répondent aussi à un usage bien précis, qui est celle de servir l'histoire et les personnages comme un élément indissociable de ce qui est raconté. Donc le paysage, vous le voyez, c'est ici un exemple, est un premier élément stéréotypé. On parle ici de la Sardaigne profonde, qui est le plus souvent filmée en plan d'ensemble. On tourne souvent en Barbagia, qui est la région centrale de l'île, dont les dominantes végétales, le maquis, et minérales, des amas rocheux et montagneux, impriment la pellicule de façon significative. Donc c'est une région, une zone reculée et sauvage, qui tire son nom du caractère fier de ses habitants, qui ont toujours su repousser les envahisseurs depuis l'époque romaine. C'est une terre singulière et ancienne qui conserve aujourd'hui encore une aura mystérieuse. Donc elle porte aussi ça, au-delà du décor. Et on retrouve d'ailleurs dans ces films-là, qui utilisent la Barbagia, les codes du western. On retrouve en particulier l'idée d'une contrée sauvage et lointaine qui sert de théâtre d'affrontement souvent entre des bandits et des justiciers, une terre qui serait aussi sauvage que le caractère de ses habitants
et qui offre un terrain fertile aux histoires de fuite, de traque et de règlement de compte impunis par la loi. Au-delà d'un paysage identifiable, mais après tout, il pourrait s'agir d'un paysage méditerranéen, méridional, puisqu'on a le même en Corse finalement. L'insertion d'éléments patrimoniaux caractéristiques aide la reconnaissance. Alors, un élément patrimonial qui est propre à la Sardaigne et qu'on va retrouver souvent, c'est le nuraghe. Le nuraghe, qui est cette construction de forme conique, qui est emblématique de la Sardaigne, on n'en trouve pas ailleurs, est un vestige de la civilisation nuragique dont la Sardaigne a été le seul berceau. On en compte à peu près 7000 aujourd'hui, les nuraghi en Sardaigne. Et les réalisateurs du nouveau cinéma sarde ont souvent eu la volonté, la tentation d'ériger le nuraghe en symbole de l'île à l'écran. Et son occurrence dans les films est pourtant très faible. Elle n'apparaît que dans ce que nous avons qualifié de premier film sarde de la réappropriation, d'Isamistad, de Gianfranco Cabido. Et plus tard, Cabido nous montrera d'autres sites emblématiques de la Sardaigne. Alors les mines, on en avait parlé dans une stonda précédente, jusqu'à la Santissima Trinita de Saccargia, qui est à proximité de Sassari, qui fait partie aussi de la carte postale, dont l'ornement bicolore est caractéristique du style romano-pisan. On a des exemples aussi en Corse, et donc qui est présent dans l'ère romane, comprise entre la Toscane, la Corse et la Sardaigne. Donc tous ces éléments contribuent, disons, à un effet carte postale et servent à sardiser, entre guillemets, sans détour, le propos du spectateur. Parmi les autres éléments qui installent et cristallisent la sardité des œuvres, il convient de référencer aussi les renvois dans le décor à la société agro-pastorale. C'est vraiment une constante. Ainsi, dans Disamistad, dans Archipelaghi, dans Sonetaula, apparaissent les bergeries traditionnelles sardes, l'ovile, de forme conique avec un toit de paille. Il s'agit là d'éléments incontournables, au même titre que la présence de nuraghi. Mais on le sait, la principale ressource de la Sardaigne est aujourd'hui encore l'agro-pastoralisme, marqué notamment par l'élevage et l'industrie fromagère. Ces décors sont d'ailleurs le plus souvent appuyés par une bande de son, feinte de tintement de clochettes. On entend souvent les bêlements des brebis aussi, les bruits de la bergerie, pour placer le récit dans un cadre précis. La ville, en revanche, est peu montrée dans la représentation stéréotypée de la Sardaigne. Elle est vraiment un monde à part. Elle est en opposition radicale avec la campagne et elle est le plus souvent hostile. Une hostilité différente de celle du maquis, mais très forte et peu rassurante. C'est sur le village, finalement, que se fonde une grande partie du pittoresque sarde. Les ruelles, les maisons et les lieux de convivialité évoquent un style de vie caractéristique de l'île. Je parlais de lieux de convivialité. Il y en a un que l'on retrouve souvent, c'est le bar. Et le bar, dans les films sardes, est le lieu de rendez-vous de la communauté masculine. Les femmes ne vont pas au bar. Les hommes y jouent aux cartes, ou ils boivent un verre d'alcool, qui est souvent offert par l'un des membres qui paye la tournée. Le village, on le retrouve aussi dans la Destinazione. Le protagoniste Emilio découvre le village traditionnel de Coloras, qui est en réalité Benetutti, dans la géographie de la Sardaigne, en plein cœur de l'île. Alors il y croise quelques habitants, alors les habitants du village sarde traditionnel, même de nos jours, c'est ce qui nous est montré. C'est quoi ? Eh bien, c'est une vieille dame vêtue de noir qui prend de l'eau à la fontaine. On est vraiment dans la caricature. Des femmes qui tissent dans la rue, d'autres qui avancent un panier sur la tête, les hommes au bar. Bon. Donc le temps semble s'être arrêté, bien que l'action se situe à l'époque moderne, dans les années 90 ou 2000. Le village est presque abandonné au milieu des champs et du maquis, auquel les visiteurs et les habitants accèdent par une locomotive à vapeur. Bon, là, pour le coup, on est encore plus dans le stéréotype. Quand je parlais d'arriéré, c'est vraiment ce qu'on veut nous montrer. Donc c'est une vision hors du temps et presque caricaturale qui est d'ailleurs présente dans bon nombre de films du corpus. Les scènes d'ouverture de Disamistad mettent en scène à nouveau une vieille femme vêtue de noir dans une petite maison au mur de pierre où sont accrochés des ustensiles de cuisine traditionnels ou des armes. Pour Cabido, donc, lieu et action des hommes sont étroitement liés. L'exigence de parler de son île à travers ses décors et ses habitants est présente dans l'ensemble de son œuvre. Pour Il Figlio di Bakunin, le réalisateur investit notamment les mines, Iglesias, Montevecchio, Carbogne, etc., évoquant le passé minier de l'île, une page importante aussi de l'histoire de l'île et peu souvent racontée au cinéma, avant d'évoquer la ville de Cagliari, avec les ruelles de Castello et du Bastione, en prenant soin de respecter l'atmosphère qui l'envahissait au début des années 50. Alors curieusement, si aujourd'hui on connaît la Sardaigne surtout pour ses plages, il suffit de taper Sardaigne sur un moteur de recherche, et c'est la vocation balnéo-touristique qui apparaît, la mer, elle est finalement peu montrée, en dehors de son aspect symbolique ou dans certains épisodes. Dans Il Figlio di Bakunin, Tullio Saba et ses amis mineurs plongent dans la Méditerranée fous de joie, ou dans le premier épisode de Ballo a Trepas, les enfants découvrent avec une certaine émotion, la joie et l'appréhension, la plage,
le sable ou la mer. Donc du coup, la Sardaigne serait une terre tournée vers l'intérieur, parfois comme la Corse, sauf à certains endroits, mais ce n'est pas forcément un peuple de pêcheurs qui est mis en avant. Alors il peut sembler étonnant pour des insulaires de s'émerveiller devant un tel paysage, mais les films examinés semblent indiquer justement que la Sardaigne ne saurait se résumer à ces paysages et à ces activités au bord de la mer. La Sardaigne serait aussi, ou peut-être surtout, une terre tournée vers l'intérieur où la mer n'existe pas, comme l'affirme d'ailleurs l'écrivain sarde Marcello Foi, ici dans son ouvrage In Sardegna non c'è il mare. C'est historiquement, en tout cas, une terre de bergers plus que de pêcheurs. Dès lors, l'attrait pour le tourisme balnéaire, qui est aujourd'hui un pilier de l'économie sarde, n'appartient pas à l'histoire et à la culture traditionnelle de l'île. La vocation balnéaire de la Sardaigne remonte aux années 60, celle du miracle économique et de la croissance, du développement des loisirs et des vacances, celle notamment de la Costa Smeralda. Ici, vous avez un avant-après. Donc dans les années 60, ça a été construit de toutes pièces par l'Agacan pour en faire une sorte de terre promise pour des personnes à fort pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la Sardaigne est vue comme une terre d'accueil touristique, un lieu idéal pour une villégiature estivale faite de plages de sable fin, de soleil, de fêtes sans âme, comme le constate le berger Michele dans Ballo a Trepas de Mereu. Et la contradiction qui existe entre ces clichés ancrés dans l'imaginaire collectif et l'essence de l'âme sarde telle qu'elle est montrée par les auteurs insulaires est donc grande. En plus des lieux, les personnages sont les éléments de la reconnaissance et ils fonctionnent en miroir. Ils sont liés par une même fonction qui est celle de représenter et d'exprimer la sardité pour le compte de leurs auteurs. L'analyse des films du corpus, à l'exception peut-être des films d'Enrico Pau, met en avant l'existence d'une typologie. Alors, d'un coup d'œil, disons, le spectateur peut reconnaître, peut identifier le milieu auquel ces personnages appartiennent, comme si on avait des échantillons d'un groupe, d'un genre ou d'une catégorie sociale. On a des personnages types qui sont caractérisés par des renvois continus à la culture sarde, évidemment de façon très folklorique. Alors, la figure la plus emblématique de la culture sarde reste sans doute, alors non pas la mère, on verra après, mais le berger, qui est le pilier central de cette société agro-pastorale dont je vous parlais plus tôt. Présent dans la plupart des films du corpus, le berger est la figure masculine incontournable. Alors il ne s'agit que de sa fonction sociale, d'un état de fait, une occupation ou un métier conditionné par son statut d'homme en Sardaigne. Si je suis homme en Sardaigne, je suis berger. C'est ce que semblent nous dire les films. Il peut être un enfant, il peut être un adulte ou il peut être un vieillard. Aucune qualité morale claire ne lui est attribuée. Il peut être lié au bien ou au mal, selon le cas. Il est inséré dans un milieu agro-pastoral au code bien défini et il doit faire face tantôt à soi, tantôt aux mêmes qui sont représentés à l'écran, tantôt aux autres. Cherchant parfois, ou même souvent, à fuir cette condition qui colle à la peau des jeunes garçons, en devenir, le berger incarne à la manière des lieux la frontière entre l'homme civilisé et le caractère animal et archaïque de l'enfant de la terre. Donc on a Sebastiano dans Disamistade, on a Michele dans Ballo a Trepassi, on a Costantino dans La Destinazione, on a Sonetta Aula dans le film éponyme, qui sont autant d'exemples d'être à la croisée de deux civilisations, mus par l'envie ou la possibilité inattendue d'un accomplissement de soi, mais rattrapés par la condition fermée de berger à tout jamais. C'est comme si le berger ne pouvait échapper à cette condition qui lui est attribuée dès lors qu'on est homme sur la terre sarde. La figure féminine apparaît parfois comme une étape, un élément permettant l'évolution du personnage. Donc finalement, l'homme a toujours besoin de la femme, y compris en Sardaigne, dans un parcours initiatique propre à chaque homme. Alors elle est amie, elle est amoureuse ou elle est amante. Elle se trouve souvent en concurrence d'ailleurs avec la figure matriarcale. La place de la femme dans les films du corpus est inégale selon son âge et son rôle. Dans un monde et des histoires dominées par des hommes, elle occupe une place à part. Elle trouve rarement, voire jamais, sa place à part entière dans la vendetta. Elle est reléguée au second plan. Elle ne peut prendre part activement au processus de la vengeance concrétisée. Et si elle choisit d'agir, elle le fait anonymement, masquée ou en retrait, tirant les ficelles du destin en se servant des protagonistes de la faïda. La mère, par exemple, dans Disamistade, se bat pour arracher son unique enfant à l'emprise du destin. Son fils est destiné à devenir bandit, berger puis bandit, pardon. Elle veut plutôt en faire un médecin ou un avocat, plutôt qu'un berger ou un chasseur. Elle est aimante, elle est bienveillante, mais elle est aussi un personnage ambigu, car c'est elle qui, plus tard, rappelle son fils à son devoir dans le schéma de la faïda. Vous savez que la vendetta obéit à des codes bien précis, on ne peut pas y échapper. Si on vous a provoqué et si on a sali votre honneur, vous êtes obligé d'y aller. La famille doit passer avant tout et vaut le sacrifice de l'espoir d'une vie meilleure. Cette attitude de la mère est alors en opposition
avec la figure d'une autre femme dans le film, qui est une jeune institutrice amoureuse de Sebastiano, qui, elle, représente la volonté d'émancipation, le refus de l'archaïsme et de la tradition imposée. Et dans le film, on verra d'ailleurs qu'elle est perdante. Au contraire de la mère, le père a une fonction bien différente. Au moment du départ de Sebastiano, c'est ce qu'on voit ici sur ce photogramme, le père est au travail, il affûte ses armes, comme tout bon berger, et c'est lui qui remet au fils, à ce moment-là passif, le couteau qui est une arme de défense, d'attaque ou de survie, mais qui est surtout l'attribut incontournable du berger et l'objet symbolique de la masculinité. Mais la figure centrale de l'identité sarde reste celui du balente. Le balente, je le disais, c'est l'homme fort, qui pourra ou non devenir un bandit. Le balente en Barbade, c'est l'archétype de l'homme viril. C'est un terme qui est issu de la langue sarde, qui désigne l'homme courageux, vaillant, orgueilleux. Et de ce fait, il est presque toujours associé au bandit ou au fugitif, le latitante, celui qui s'échappe, qui se soustrait aux forces de l'ordre en prenant le maquis, et qui participe à la faida, je vous l'ai dit, la variante sarde de la vendetta. Et dans ces histoires d'offense et de vengeance, la justice est faite par l'homme et non par la loi de l'État selon un code local. C'est le Codice Barbaricino qui avait donné lieu en 1959 à une étude d'Antonio Pigliaru, la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico. Donc seul l'homme fort, physiquement et mentalement, au contraire de la femme, peut prendre part à la faida. Avec sa force et son adresse, sa résistance et sa capacité d'analyse, il réussira à éliminer son ennemi et à déjouer sa propre mort en lavant l'honneur des siens. Car la faida ne concerne pas l'homme seul, ne concerne pas que l'individu, mais le groupe qu'il représente, et le plus souvent sa famille. Donc si l'homme est en charge de la vengeance, la femme, qu'elle soit mère ou épouse, doit porter le deuil, et de ce fait encourage la nécessité de la faida. Et cette figure du balente au sein de la faida est montrée par plusieurs réalisateurs. Il faut souligner aussi la récurrence d'une autre catégorie de personnages, celle du groupe, de la communauté, qui est anonyme ou non, qui se rassemble le plus souvent face à un opposant ou un ennemi commun. La communauté sarde ne fait qu'un, et ce sentiment d'unité tient avant tout à l'insularité, la notion de territoire fermé par des frontières naturelles, accentue le sentiment d'appartenance au groupe et le réflexe d'autodéfense face au danger potentiel de l'altérité. On retrouve ici un renvoi à l'image du colonisé face au colonisateur, mais ce rapport problématique à l'autre naît de la difficulté d'accepter le renvoi de sa propre image à travers le regard de celui qui n'est pas comme soi, celui qui est extérieur à la communauté, qui n'en maîtrise pas les codes et constitue en quelque sorte une menace pour l'équilibre fragile d'un système multiséculaire. Figure et lieu de l'identité se rejoignent alors, associés aux us et coutumes, ils sont des points d'ancrage du récit dans la monstration d'une réalité et offrent aux œuvres du nouveau cinéma sarde une fonction de témoignage sur une certaine façon de vivre. Vous allez le voir, pour les exemples qu'on va prendre par la suite, on a un effet documentarisant qui est renforcé par l'omniprésence de références culturelles, les jeux, l'artisanat, les traditions. On a un renvoi aux traditions, aux fêtes, au savoir-faire sarde qui abonde dans ces films qui supportent ainsi le qualificatif d'ethnique. Il convient alors de s'interroger sur la valeur et le sens de ces éléments ethno-anthropologiques reconstitués, imaginés et mis en scène qui contribuent fortement, encore une fois, à l'idée d'une image de Sardaigne de carte postale. Alors les vêtements des personnages, ça aussi c'est une constante, renvoient à l'idée de tenue traditionnelle. Donc les femmes, on l'a vu, sont toujours ou presque toujours habillées de noir, tandis que les bergers sont évidemment, presque, dirais-je, déguisés, coiffés d'un béret ou d'une casquette, et portent une chemise à carreaux. C'est presque... On a presque une symétrie entre les deux. Alors ces éléments sont une nouvelle fois utiles à la reconnaissance de la part du spectateur. Tiens, je vois quelqu'un avec un béret, une chemise à carreaux, c'est forcément un berger. Ça permet la reconnaissance, mais d'un autre côté, ils empêchent les films de s'inscrire dans une forme de modernité à cause de cet aspect attendu et presque incontournable qui sert le pittoresque et frôle la caricature. Un autre élément que l'on retrouve, c'est plus anecdotique, mais c'est aussi fondamental dans la culture insulaire, c'est la gastronomie, la nourriture. Donc la nourriture participe aussi de cette idée. Alors, là, j'ai l'exemple du premier épisode de Ballo a Trepassi, d'un enfant à l'arrière d'une camionnette en route vers la plage, qui grignote, je ne sais pas si vous voyez bien, ce pain très fin en forme de galette qui s'appelle le pane carazao, qui sont des galettes rondes et croquantes faites à partir de semoule ou de farine de blé et produites exclusivement en Sardaigne. La fabrication du pain, d'ailleurs, qu'il soit carazao ou traditionnel, évoque la convivialité et la choralité, chère à la notion de communauté très forte en Sardaigne. Dans Des Amistades, ce sont les femmes qui en sont chargées.
Elles sont réunies dans la cuisine, qui est aussi un séjour. Elles pétrissent la pâte sur la grande table et elles chantent en langue sarde. Pour les hommes, c'est l'alcool qui réunit. Le plus souvent, l'eau-de-vie artisanale produite en famille, que l'on offre aux amis, y compris dans les foyers, et qui permet de créer ou d'entretenir le lien social. Les membres de la communauté, vous le voyez, donc, sont liés par des activités communes qui tiennent tantôt du passe-temps, tantôt des tâches ménagères à accomplir. Les femmes aussi ne font pas que le pain. Elles se rassemblent aussi pour filer la laine, comme dans Passaggi di Tempo, ou pour broder des pièces de tissu dans des amistades, dans les ruelles du village. On parlait des jeux, les hommes jouent à des jeux traditionnels comme la mort, qu'on connaît bien ici, mais qui est présente dans tout le bassin méditerranéen, en Sardaigne ou dans le sud de la France. Donc la mort, qui se joue à plusieurs, et vous le savez, qui consiste à deviner, en présentant simultanément un certain nombre de doigts, la somme des doigts présentés par tous les joueurs. Traditionnellement, les nombres sont d'ailleurs annoncés dans la langue régionale. Donc un jeu de hasard très ancien et encore très populaire, qui n'est pas le seul présent dans ces films. Les hommes jouent aussi aux cartes. Et notamment à la scope. Donc ces activités, vous voyez qu'elles soient pratiquées par le groupe des hommes ou celui des femmes, ont en commun quoi donc? Eh bien, leur caractère collectif et sont des manifestations du vivre ensemble qui semblent caractériser les communautés villageoises insulaires méditerranéennes. On retrouve aussi régulièrement l'un des piliers du folklore sarde qui unit les membres de la communauté, donc hommes et femmes cette fois-ci, la danse traditionnelle. Donc elle est associée à la musique, à des instruments, à des costumes aussi, et à des pratiques bien définies. C'est un fondement de la culture et de la tradition qui contribue à perpétuer le lien entre passé et présent. Donc des danses traditionnelles qui sont pratiquées à l'occasion de cérémonies qui, sont présentes souvent, surtout lorsqu'on évoque un mariage. Le mariage est utilisé fréquemment par les réalisateurs pour présenter certains éléments constitutifs de l'essence de leur culture. Donc la danse populaire à 3 pas, qui donne son nom au titre du film Ballo a 3 passi. C'est une variante de la danse de groupe que l'on voit ici, qui s'appelle le bal ou le badu tundu, selon la région de Sardaigne, qui est une danse qui se joue au son de l'accordéon, des mandolines et des flûtes qui sont faites en roseau, qu'on appelle les launedas, qui sont collées les unes aux autres. Et donc le groupe doit effectuer des mouvements rapides. Et au centre du cercle, certains danseurs peuvent exécuter des figures chorégraphiques spectaculaires, des sauts individuels ou à plusieurs. Le balutundu est encore aujourd'hui presque systématiquement pratiqué lors des cérémonies de fiançailles ou dans les mariages. Mariage traditionnel, chant, danse, sérénade, pratique, l'assiette brisée aussi au sortir de l'église pour porter bonheur sont des choses que l'on retrouve aussi souvent dans le film. Le banquet, dans les mariages également, des anciens qui jouent à la mort, encore une fois, les préparatifs du mariage, les chants polyphoniques, l'accordéoniste, le joueur de guimbarde. Bon, vous voyez que ce sont des éléments que l'on retrouve un peu partout. Le jour de la fête aussi, les hommes tirent au fusil ou au pistolet, comme c'est souvent le cas dans des sociétés méditerranéennes et ou insulaires. C'est censé être une tradition en Corse, bien que l'on puisse s'interroger aujourd'hui sur la légitimité du prétendu fait culturel. Les cérémonies aussi, telles qu'elles sont pratiquées en Sardaigne et portées à l'écran, sont des éléments incontournables. Donc, on a vu des cérémonies profanes, mariage, fiançailles, célébration des travaux des champs aussi, ou foires, ou sacrées, de nombreuses manifestations à caractère religieux, ponctuent l'année et permettent surtout le rassemblement de la communauté. Un ancrage dans le territoire, une vitrine sur les traditions présentées au monde ou éléments servant à la narration, les rites païens ou sacrés sont récurrents. D'ailleurs, le premier long métrage de Gianfranco Cabide vous montre une course de chevaux, ici dans les rues du village, à laquelle assistent les villageois. C'est une référence à une cavalcade traditionnelle de Sedilo, qui s'appelle Sardia, qui est une course de chevaux qui se court tous les ans au mois de juillet, à Sedilo, en plein cœur de la Sardaigne. La Semaine Sainte, également, est une chose que l'on retrouve beaucoup dans les films du nouveau cinéma sarde. Notamment dans son état, où là, dans une séquence du film, un chœur de femme, par exemple, entonne un chant en sarde le jour de Pâques. Piero Sanna aussi montre la Semaine Sainte dans la Destinazione. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Les différentes étapes des commémorations pascales, de la fabrication des petites croix en palme, qui sont les crucetti de chez nous. Encore une fois, on retrouve cet écho entre la Corse et la Sardaigne. La procession des enfants en aube rouge et blanche aussi, qui agitent des sortes de crécelles dans les rues du village lors de la cérémonie de Siscravamento, qui est la descente de la croix le vendredi saint.
des rites religieux qui sont aussi présents dans Archipelaghi. On y voit une procession religieuse de nuit dans les rues du village, accompagnée de chants sardes, des références à la religion qui sont d'ailleurs nombreuses dans le film, mais pour indiquer que la justice n'est pas le fait des hommes, mais de Dieu. Et puis, quand on parle de Sardaigne et de tradition, on pense à une fête en particulier qui est le carnaval, qui est un rite de type païen, dont les modalités, la parade, la procession, le symbole, s'apparentent aux manifestations religieuses. Alors parmi ceux-ci, les célébrations liées au carnaval reviennent dans plusieurs films du corpus, dans un usage qui dépasse d'ailleurs la simple représentation du folklore. Donc c'est surtout le carnaval de Mamoyada, qui est près de nous, au cœur de la Barbagia, qui est sans doute le plus caractéristique et le plus célèbre de Sardaigne. Il est présent dans les deux films les plus dramatiques d'ailleurs du nouveau cinéma sarde, La Destinazione et Archipelaghi. Et il est utilisé de façon assez semblable, en lui conférant une valeur ethnosociologique, et il occupe aussi, ce carnaval, une fonction dans le récit. Donc le carnaval de Mamoyada, quelques mots facilement reconnaissables grâce à ses masques traditionnels, les mamutones et les isoadores, qui sont les figures masculines qui défilent en procession dansée à l'occasion de la Saint-Antoine, le 17 janvier, selon une tradition très ancienne. La parade rassemble les costumes colorés des isoadores qui se déplacent rapidement et doivent capturer à l'aide d'une corde les spectateurs qui, pour se libérer, devront leur offrir à boire. Encore une fois, on retrouve cet élément fédérateur. Et les mamutones qu'on a ici, qui sont des figures inquiétantes, mi-animaux, mi-dieux, aux palans et lourds. Donc c'est un rituel de l'habillement au défilé qui obéit à des codes dont les contours flous renvoient au paganisme et à la religion. Des personnages inquiétants, des masques noirs cagoulés, vêtus de fourrures noires, et d'un ensemble de clochettes qui s'animent au rythme de leur pas régulier, qui est montré d'ailleurs dans le film, dans ces films en tout cas, de Piero Sana et Giovanni Colombo. Les masques sont au cœur de la société du mal-être, où se joue l'un des plus terribles drames, la mort d'un enfant, pour accentuer l'atmosphère pesante du film, où le carnaval est moins une fête populaire que l'expression du côté sombre de la culture sarde. Dans l'imagerie populaire, le carnaval, c'est quelque chose de joyeux et de coloré. Il suffit d'ailleurs pour l'Italie de penser au carnaval de Venise ou à celui de Viareggio. Ici, en Sardaigne, le carnaval, non. Il est noir, il est inquiétant. Ce n'est pas l'oubli de soi, l'abandon qui est mis en avant, mais au contraire, la prise de conscience d'un malaise présent en Barbagia. Et si, en Sardaigne, les rites païens se confondent souvent avec les pratiques religieuses, une autre forme de croyance populaire semble se maintenir sur l'île, comme l'indique d'ailleurs Disamistade, de Gianfranco Cabid, où même si l'histoire se déroule dans les années 50, il y a un personnage, celui du barone Diana, qui est poursuivi par la vendetta et qui est la future victime d'un engrenage incontrôlable. Il est comme possédé, il est habité par une force inconnue et irrationnelle. En fait, il est en proie à sasustu, la peur, qui est un mal qui empêche l'homme de dormir et de manger, qui provoque des angoisses et des colères. Et c'est une croyance que l'on retrouve dans les cultures du sud de l'Italie et autour de la Méditerranée. Ce mal se nomme scanto en Calabre, spanto en Sicile, ou encore susto dans la culture hispanique, où il s'apparente à d'autres formes de superstition en lien avec la magie blanche, comme on le connaît ici, le mauvais œil. Donc vous voyez, des manifestations de croyances populaires, telles qu'elles apparaissent dans les films du nouveau cinéma sarde, sont l'expression de la culture et des traditions de l'île. Qu'elles en soient les formes les plus stéréotypées ou bien les gardiennes de l'âme insulaire qu'il faut préserver à tout prix. Alors, simple catalogue des coutumes sardes ou des passements et interprétations de ces faits culturels, eh bien la question est posée. Alors, à côté de cette Sardaigne traditionnelle, existe un territoire aux problématiques nouvelles, modernes, contemporaines. La Sardaigne urbaine, métropolitaine, dont les lieux et les visages semblent se répondre. Car on a tendance à oublier, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit depuis le début, je vous ai montré beaucoup la Sardaigne de l'intérieur, la Sardaigne traditionnelle, classique. On a tendance à oublier que la Sardaigne a quand même deux grandes villes principales. Cagliari, qui en est le chef-lieu, au sud, et Sassari, qui est d'ailleurs peu ou pas montré à l'écran, et qui offre pourtant des bassins de population dense. Or, ces deux visages de la région sont peu montrés au cinéma, qui préfèrent les paysages et les traditions d'un intérieur sans doute plus pittoresque. Alors, rares sont les auteurs qui s'intéressent à la Sardaigne urbanisée, dont l'aspect moderne et anonyme renvoie à une réalité moins sarde dans l'imaginaire collectif. Néanmoins, la ville donc apparaît, alors clairement en filigrane dans certains films. Elle est le pendant des territoires reculés, et les images qui sont liées à chacune des zones sont contradictoires. Donc la ville de Cagliari, comment est-ce qu'elle est montrée? Alors elle est bruyante, elle est vivante, et elle est le contraire positif d'une Sardaigne reculée et archaïque.
La ville devient un symbole de modernité et d'émancipation, loin des angoisses liées à la Sardaigne profonde, mais la ville vivante peut être aussi, paradoxalement, synonyme d'inhumanité, comme chez Mereu, par exemple, dans Ballo a Trepassi, dans l'épisode Inverno, qui met en évidence un nouveau rapport à la réalité locale. Dans l'anonymat d'une ville agitée par les voitures et le bruit, un vieil homme, vous voyez ici, est confronté à la solitude. Il semble abandonné et affecté, il parle seul dans son appartement désert. Sa seule compagnie est la télévision. Mereu souligne les errements d'un vieil homme, un aspect glauque et anonyme d'une ville quelconque, que le spectateur place naturellement en Sardaigne. Mais c'est surtout Enrico Pau qui a affronté la question des nouvelles problématiques sociétales relatives à la Sardaigne à travers, vous le voyez ici, des décors caractéristiques, des personnages également, avec une propension à un certain esthétisme froid dans la façon de filmer. Le vert du maquis et le bleu du ciel laissent place, chez Pau, au gris des immeubles et des terrains vagues de la banlieue de Cagliari. Il y a une recherche formelle évidente, la composition du cadre, la perspective sont des récurrences chez Enrico Pau, mais ça tranche nettement avec l'image traditionnelle d'une Sardaigne végétale ou minérale. Il n'y a pas une brebis dans les films d'Enrico Pau, en tout cas dans ses films du début. Donc dans Pesi Leggeri ou Jimmy della Collina, on a une région urbanisée. On a un environnement urbain fait de béton, de goudron, de tuyaux de raffinerie. On a des personnages qui sont en prise avec un malaise dont ils cherchent une solution dans la fonction cathartique du sport, dans Pesi Leggeri avec la boxe, ou par la malavita pour gagner un peu d'argent et sortir d'un quotidien morne. La société du mal-être, finalement, elle est toujours présente, mais elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée d'une Sardaigne rurale à la ville, à une banlieue grise, anonyme et parfois oppressante. Alors la ville, elle n'a pas le charme d'un centre historique avec des monuments ou d'un port pittoresque. Elle est une enfilade de tours d'immeubles modestes, semblables ou non à celles qu'on peut trouver ou à ceux qu'on peut trouver dans n'importe quelle ville moyenne, sarde ou non. Les appartements sont sombres, le linge accroché aux fenêtres, la télévision est toujours allumée, ce sont des éléments qui sont des synonymes d'enfermement et de repli de soi, qui soulignent la tristesse d'une vie. C'est une chose qu'on pourrait trouver en écho, notamment dans les documentaires de Marie-Jeanne Tomasi, dont on l'appelle Aurore, où elle parle de la cité Aurore de Bastia, au sud de Bastia, à Loupine, donc qui reprend un peu ces codes-là. Les décors extérieurs aussi sont ternes, filmé en plan large. Vous voyez, quand Pau veut montrer la nature, le ciel est bas, le paysage est sans vie. Au loin, ce sont les structures des raffineries qui marquent l'horizon sur un fond gris, tandis que les poteaux télégraphiques strient l'écran, vous voyez, au premier plan. Donc, des stéréotypes qui sont bien éloignés de ce qu'on appellerait le genre sarde. Un territoire triste, glauque, des couleurs grises, pas de soleil, pas de lumière vive, des détritus, des personnages qui s'amusent à lancer des cailloux, voilà, une jeunesse désœuvrée, livrée à elle-même, mise à l'écart du système et physiquement de la ville. Cagliari est une ville ici industrielle, sous un ciel nuageux. Elle doit rappeler la ville de Padoue, qui est celle qui est présente dans le roman dont est inspiré le Jimmy della Collina, qui est censé se dérouler à Padoue. Mais voilà, la ville de Cagliari n'a rien de la carte postale qu'aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, veulent nous présenter. C'est ainsi que les lieux, le scénario et la façon de les montrer s'imbriquent et servent l'histoire à raconter, qui dès lors devient indissociable du territoire dont il est question. Donc on retrouve clairement l'aspect novateur et moderne du cinéma d'Enrico Pau. Cette vision de la Sardaigne n'appartient plus à l'imaginaire collectif, mais c'est l'expression d'une réalité, et ça fait partie du vécu quotidien par de nombreux Sardes, qui vivent d'ailleurs, pour la plupart, bien loin d'une Sardaigne stéréotypée, et bien loin d'une Barbagia de l'intérieur, qui sont quand même des territoires vidés de leurs habitants. Et puis, les personnages vont avec cette idée de Sardaigne, disons moderne, mais en même temps triste et morne, puisqu'on retrouve des chanteurs de rue, des boxeurs, des petits criminels, des immigrés, qui ont en commun, par contre, l'envie d'un rachat, la quête d'une issue, fuir le mal-être d'une existence morne et pesante. Donc on a un aspect, vous voyez, presque documentaire des films d'Enrico Pau, un rapport de proximité avec une réalité sociale, et donc la réélaboration d'un nouveau stéréotype, une nouvelle représentation de la Sardaigne qui a suivi de près les changements physiques, les changements sociaux et économiques de la région, dépassant ainsi le stéréotype, mais en s'éloignant d'un stéréotype, disons, classique. Pau a créé un autre stéréotype, mais sans doute plus moderne, devenant ainsi
le pionnier d'un genre en devenir, qui a été repris d'ailleurs dernièrement par Bonifacio Andrews, comme auteur de la nouvelle génération, qui est sans doute celui qui répond le plus aux nouvelles problématiques que nous venons d'évoquer. Alors finalement, du maquis à la ville, des bergers aux délinquants, un stéréotype en chasse un autre, et aucun des deux finalement ne trahit la Sardaigne. Ils sont juste les expressions de plusieurs réalités qui cohabitent à un instant T dans une région fortement marquée par la tradition, le folklore et une culture se perdant dans la nuit des temps avec une attirance vers la modernité. Alors j'avance dans mon propos et j'arrive vers la nouvelle génération de ce nouveau cinéma sarde. Et donc puisqu'on en a parlé du stéréotype, il y a un film dernièrement, je l'avais évoqué en ouverture de la première stonde, un film qui est basé et qui a basé tout son propos sur l'exploitation justement de tous les stéréotypes relatifs à la Sardaigne. Alors mieux encore, ce film qui s'appelle L'uomo che comprò la luna, qui a eu un grand succès en Sardaigne, mais aussi en Italie et à l'étranger dernièrement, repose sur l'exploitation des stéréotypes. Il les tourne en dérision pour mieux rendre hommage à la culture de l'île. Donc cette comédie, et c'est rare et c'est difficile de tourner une comédie sur une propre communauté. Imaginez une comédie aujourd'hui sur la Corse. Est-ce qu'on accepterait de parler de la Corse en riant de nous? C'est le cas pour certaines formes, notamment des séries télévisées, mais on le verra par la suite. Donc je parle de L'Uomo che comprò la luna, qui a été réalisé dernièrement par Paolo Zucca, qui a obtenu un très beau succès partout où il a été présenté, notamment au Festival d'Ajaccio, où je crois les étudiants avaient remis un prix d'ailleurs à ce film-là. Et le film avait remporté le prix du public. Donc voici le pitch, pour, comme on dit notamment dans le jargon journalistique. Donc 2 agents secrets italiens apprennent qu'une personne en Sardaigne est devenue propriétaire de la Lune, qui est une chose inacceptable évidemment pour les Américains. Les 2 agents doivent alors recruter un soldat, un certain Kevin Pirelli, faux blond et faux milanais, qui cache sa véritable identité sarde. Et pour le transformer en vrai sarde, les agents secrets engagent Badore, qui enseignera à Kevin, Gavino, de son vrai nom, tous les codes relatifs à la sardité avant de l'envoyer en Sardaigne pour trouver qui a commis cet affront à la barbe et au nez des Américains. Je vous laisse regarder la bande-annonce avant de parler des stéréotypes présents dans ce film-là. Alors, on va travailler directement sur les photogrammes extraits du film. Alors, le film, il s'articule en 3 grands mouvements. Dans une première partie, le personnage de Kevin se forme auprès de Bador et pour, nous l'avons dit, devenir un vrai sarde. Alors là, tout ou presque le catalogue des us et coutumes sardes est passé en revue et montré à l'image. Donc l'idée à chaque fois est de désacraliser ces rites, ces traditions, en les tournant en dérision, en forçant le trait ou en soulignant parfois le caractère absurde pour provoquer le rire ou le sourire. On est dans le cas d'une comédie. Alors qu'est-ce qu'on y voit évidemment? On y voit un âne, parce qu'il faut qu'il y ait un âne, parfois un sanglier aussi, pour représenter la culture sarde. Le caractère sauvage aussi du sarde. Il est sauvage, il ne parle pas, parfois même il aboie. C'est le cas d'ailleurs pour ce personnage-là qu'on retrouve dans la première partie du film. On retrouve aussi les jeux, le jeu traditionnel de la mort, dont Kevin d'ailleurs ne comprend pas les règles. La lutte, corps à corps aussi, qui est un autre jeu traditionnel qui s'appelle Sistrompa, que l'on voit dans la bande-annonce, mais qu'on ne voit pas ici, je vérifie, non. La danse, du balutondo, dont on a déjà parlé. Le rapport régulier à l'alcool aussi, qui est un facteur d'agrégation, et dont il faut saisir la technique pour ne jamais finir ivre. Et à chaque fois qu'on boit, d'ailleurs, dans le film, on obéit à l'expression acentanos, l'expression traditionnelle acentani. Le no gastronomie est présent également, avec le vin rouge et le casumarzu. Le casumarzu qu'on a en Corse, l'équivalent en Sardaigne. C'est comme si, pour représenter la Sardaigne, il fallait aller même dans ce stéréotype connu dans le monde, de ce fromage accompagné de vers vivants. Et puis l'attitude. Il faut apprendre à se tenir, vous le voyez ici, il faut apprendre à se tenir comme un vrai homme sarde. Il faut savoir siffler. Il faut savoir aussi marcher comme un latitante pour ne pas se faire repérer. La convivialité aussi, à travers l'humour, mais aussi la susceptibilité légendaire des sardes. À un moment donné, Gavin discute avec Bador, qui est son maître, et en tant que disciple, il lui dit, ce qu'on voit dans la bande-annonce, Bador qui est très antipathique, mais avec qui du coup le courant finit par passer. Il se retrouve au restaurant, Bador, et lui dit il faut respecter les femmes sardes, ce sont des reines. Et Kevin lui répond mais alors pourquoi, il lui dit clairement en ces termes-là, pourquoi vous baisez des brebis?
parce que dans l'imaginaire collectif, et ça tient aussi à une scène choquante de Padre Padrone, on a vu, on entendait, on suggérait en tout cas un coït entre les bergers et les brebis. Alors évidemment, susceptible, le sarde est susceptible, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une assiette, il la casse sur la tête de Kevin qui tombe dans les pommes. Mais c'est une façon aussi de rétablir un peu l'histoire par rapport à Padre Padrone. Qu'est-ce qu'on y voit aussi? On y voit un ourag qui est enfermé ici dans une boule à neige. Le couteau aussi, on en a parlé plus tôt, qui est offert à Kevin par Badore en tant que signe caractéristique du berger traditionnel sarde. Et puis, durant l'examen censé sanctionner la sardité du héros, les traits caractéristiques de l'essere sardo sont mis en avant. Le sens de l'honneur, la résistance à la douleur, la fierté. Les défauts, les étrangetés du caractère sarde deviennent peu à peu des qualités intransigeantes du sarde qui devient hautement respectable pour ceux qu'il représente. Ainsi, le stéréotype, qui est ici un ethnotype, devient positif. On retrouve aussi la communauté des hommes au bar. Encore une fois, le bar est exclusivement masculin. Les femmes, toutes vêtues de noir, s'étonnant de la présence d'un forestiero, un étranger. Et puis, du côté des stéréotypes positifs, l'hospitalité de certains sardes. Parce que Kevin, Gavin, après s'être battu avec les villageois, il est accueilli par un couple qui le soigne, lui offre le gîte et le couvert. Et puis, la Sardaigne, par la suite, dans la troisième partie du film, ce sont surtout les héros, célèbres ou anonymes, qui honorent la Sardaigne. Antonio Gramsci, Eleonora d'Arborea, Ampsicora, Grazia Deledda, un mineur, etc., qui sont tous enterrés sur la Lune, puisque les héros sardes vont sur la Lune et ne vont pas au paradis. Alors le film a été accueilli très positivement par les sardes eux-mêmes, comme en témoignent les nombreux commentaires présents en ligne sur les blogs ou les réseaux sociaux. Alors les raisons du succès sont objectivement à rechercher dans la qualité intrinsèque de l'œuvre, qui est très aboutie, je crois, d'un point de vue cinématographique. La bravoure des acteurs aussi est l'une des clés, mais c'est sans doute, je crois, la dimension positive et universelle du propos, au-delà d'une volonté initiale et délibérée de tourner les codes en dérision, qui a permis la réception sans polémique, chez les sardes notamment. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ici, Paolo Zucca est quand même allé très loin dans la caricature. Une preuve donc que le stéréotype, selon la façon dont il est utilisé, mais également selon la personne qui l'utilise et celle qui la reçoit, peut avoir un écho positif. Je vous rappelle que Padre Padrone avait été refusé parce qu'il avait été tourné par des Toscans, alors que Paolo Zucca est sarde, et donc peut parler peut-être de façon plus légitime de la Sardaigne. Alors j'arrive à une conclusion. Je ramène le propos à notre réalité ici. En est-il de même en Corse? La question se pose-t-elle dans les mêmes termes lorsqu'on parle de stéréotypes présents dans le nouveau cinéma corse? Alors les stéréotypes, en effet, ils sont présents et répondent indirectement à ce qui est fait ou ce qui s'est fait aussi en Sardaigne. D'un côté, la tradition consensuelle, patriotique, je vous rappelle les exilés, et de l'autre, la modernité, parfois dérangeante car crue ou sans concession, des films de Thierry de Peretti. Alors là encore, on pourrait se livrer à une analyse des figures, des situations, la description d'une jeunesse à la dérive, le rôle de la femme, à la marge, mais décisive parfois, la figure du héros, les lieux aussi, la ville, les lieux historiques, la plage, la mer, les situations plus ou moins acceptées, tolérées ou validées par le public, et puis le registre, le comique, la magagne, qui permet de se moquer des stéréotypes, la reconstitution des faits historiques ou des faits divers, dont la perception, évidemment, n'est pas la même du côté du récepteur. Alors, vous voyez, la question est complexe dès lors qu'on parle d'un cinéma, de long métrage de fiction encore jeune, et une question qui se complexifie davantage si l'on ajoute la création de séries télévisées ou non, qui engagent de facto le rapport à un public plus large ou non. J'ai en tête deux séries, j'en ai parlé régulièrement avec Jacqueline Aquavive, qui est dans le public. Dernièrement, il y a 2 séries qui ont parlé de la Corse à la télévision. Le temps est assassin, donc avec Jennifer, mes étudiants savent ce que j'en pense puisque j'en ai déjà parlé, qui est une série qui est, je crois, absolument caricaturale, mais qui correspond aussi à un canal de diffusion et à une heure de grande écoute qui est ce que peut proposer TF1 le soir en prime time. Et puis une autre série, Une île, qui a été diffusée par Arte, qui est une série qui est pour le coup beaucoup plus, je crois, mais c'est un point de vue personnel, mais qui est beaucoup plus abouti en termes d'image, de symbolique, et qui rend hommage pas seulement à la Corse, mais à une île ou à un passé ou à une mythologie méditerranéenne, et qui est, je crois, beaucoup plus intéressante. Donc c'est une discussion qu'on pourrait encore avoir et qui pourrait prolonger disons, notre discours sur les stéréotypes.
Mais on peut éventuellement aborder la question si vous avez des réactions dans le public. Moi, je m'arrêterai là parce que j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette documentation. Alors, une petite question pratique. Comment pourra-t-on accéder à cette belle documentation pour reprendre? Alors, je crois qu'il faut aller sur un site, le site de... Oui, de Interromagne, Oui. mais aussi le texte, on pourra y avoir Il accès. sera mis en ligne, bien sûr. Parfait. Allez. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Oui. Merci. Alors, ce cinéma sarde qui a l'air fort dynamique semble ne pas avoir de femmes réalisatrices. Est-ce que... Alors, pas de femmes réalisatrices dans les longs métrages de fiction dont je parle. Moi, quand je parle de nouveau cinéma sarde, c'est uniquement le long métrage de fiction qui est celui qui est le plus vu, le plus partagé. C'est sans doute réducteur d'ailleurs, hein, de ma part, je le dis souvent, mais il y a quand même des femmes réalisatrices, ou en tout cas des femmes qui tournent autour de la réalisation dans le documentaire ou dans le court-métrage. Il y a des choses qui se font. Mais en tout cas, effectivement, c'est un milieu qui est exclusivement masculin pour l'instant dans cette nouvelle génération, en tout cas du nouveau cinéma sarde. Ouais, et très bonne question, parce que du coup, quel serait le point de vue d'une femme, notamment par rapport à la question et la position de la femme dans cette société-là, oui. Très juste. Oui. Quelle différence faites-vous entre les us et les stéréotypes? Alors, moi, je me place du point de vue de l'analyse de l'image, de ce que me montre le cinéma. C'est juste ces coutumes. Alors, la question est intéressante parce que ça revient à ce que je disais au début. Qu'est-ce qui forme notre culture au sens général? Comme je disais par provocation, est-ce que si je représente, je sais pas moi, des traditions populaires que j'aime, si je représente le catenaccio par exemple, pour amener à des choses de chez nous, certains vont trouver que c'est quelque chose de très profond, avec une, disons, empreinte d'une religiosité, etc. Et puis d'autres personnes vont le considérer comme une carte postale pour les touristes, un spectacle. Et donc la question, c'est toujours de se poser. Alors moi, je ne suis pas un ethnologue ou un anthropologue, donc moi, je me situe uniquement dans l'analyse de l'image. Mais ce point de vue, il peut être différent selon la façon justement dont on se place pour l'observer. Je crois que les us, les coutumes deviennent des stéréotypes à partir du moment où on les montre d'une certaine façon. Et certains peuvent voir également dans les films du nouveau cinéma sarde une façon tout à fait respectueuse de montrer la Sardaigne. D'ailleurs, les films du premier nouveau cinéma sarde et les premiers films qui se sont emparés de la question, je crois, ont montré une Sardaigne de façon tout à fait respectueuse. De toute façon, c'était des Sardes qui le montraient, hein, mais y compris les films qui étaient faits avant. Ils n'ont pas tous été désobligeants vis-à-vis de la culture sarde. Mais je crois que dès qu'on multiplie ces références à la culture sarde, comme s'il fallait absolument montrer tout ce qu'on doit montrer de la Sardaigne, le mariage, la danse, les launedas, etc., je crois que ça donne un côté caricatural. Et c'est là que ça peut devenir un stéréotype. Mais le stéréotype, comme je disais, n'est pas forcément négatif en soi. Ça dépend de ce qu'on en fait. Un film qui est très intéressant, qui a beaucoup marché, c'est le film de Piero Sanna, La Destinazione, qui est un film qui a été très bien perçu par les Sardes et très bien perçu aussi à l'étranger. Mais quand on prend du recul et qu'on fait l'analyse du film, tout y est. Et de façon, je crois, en tout cas c'est mon point de vue à moi, presque forcée. Comme s'il fallait mettre absolument tout pour placer le film en Sardaigne. Moi, je trouve ça agaçant, puisque, encore une fois, je me place du point de vue de l'analyste. Mais la personne qui veut aller chercher ce qu'est l'essence de la Sardaigne peut très bien aller consulter ce film-là pour avoir un ensemble des représentations filmées de ce qu'est la Sardaigne. Donc, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait, nous. Et ça dépend comment on veut voir, nous, les choses. Et c'est pareil, la question du public et de la réception, elle est importante. Comment est-ce que les Sardes prennent un film sur la Sardaigne, mais comment est-ce que le public étranger voit les choses? Comment est-ce que le public corse voit un film sur la Sardaigne? Moi, c'est une chose qui m'intéresse toujours. Je m'occupe de la sélection du Festival du film italien d'Ajaccio, et tous les ans, on projette des films sardes qui nous semblent intéressants. Quand on a projeté L'Uomo che comprò la luna, la salle était hilar et applaudit quand, à la fin, le personnage plante le drapeau sarde aux 4 morts sur la lune. Voilà. Comme s'il y avait ce besoin de se retrouver aussi dans cette culture sarde à laquelle on a souvent tourné le dos et à laquelle on tourne encore un peu le dos aujourd'hui. Donc voilà, est-ce qu'il s'agit d'une interprétation
de la part d'un autre peuple insulaire, méditerranéen, méridional, etc. Ou est-ce que c'est conditionné par le fait qu'on a besoin ou envie, peut-être par les temps qui courent, de se retrouver dans cette culture sarde de nos voisins avec lesquels on aimerait se réconcilier. Voilà. Mais je pense que c'est une sorte de résonance. Allez-y. Dites-le au micro, parce que c'est intéressant. Les Corses, voilà. Je pense que les Corses ont senti une sorte de résonance. Alors, moi, j'ai un regard un peu critique, mais vous avez compris, j'aime bien faire un peu de provocation par rapport à ça. Il y a une résonance, forcément, parce que si on reprend le discours que j'ai tenu là pendant un peu plus d'une heure sur les clichés péjoratifs ou non, relatifs à la Sardaigne, si on remplace par la Corse, c'est la même chose. Donc effectivement, il y a une... pas une filiation, mais il y a un lien, ou il y a une résonance qui est à mon avis évidente. Mais c'est une résonance qu'on n'a pas voulu voir pendant des années et qui est encore difficile de voir aujourd'hui et qui est difficile à digérer. On a une sorte de paradoxe en Corse aujourd'hui où on a une italianité ou une sardité peut-être revendiquée à certains moments de l'année. On parlait justement des festivals, notamment du film italien, qui drainent beaucoup de public en Corse, que ce soit à Ajaccio ou à Bastia. On a une sorte d'envie d'aller vers l'Italie après des années. Bon, je ne vais pas revenir sur les faits historiques, etc. Mais on a une envie de retourner vers l'Italie. Puis en même temps, dans les faits, comment est-ce que ça se concrétise ? C'est difficile aussi. Est-ce que politiquement, il y a des actions qui sont menées ? L'enseignement de l'italien en Corse ne monte pas non plus en termes d'effectifs. Donc on a une sorte de paradoxe. Oui, il y a une cote d'amour pour l'Italie, pour la Sardaigne, mais dans les faits, concrètement, économiquement, politiquement, etc., est-ce que ça suit ? J'en suis pas certain. Et je le déplore. Mmh. Ouais. L'Italien est en chute, malgré tous nos efforts. Mais on ne baisse pas les bras. Et d'ailleurs, cette stonde, et le fait qu'il y en ait 4 dans l'année, montre aussi qu'on a envie, individuellement et même collectivement, de faire avancer les choses. Jacqueline. Buongiorno a tutti, una mica posso devo salutare qualche biso che ho riconosciuto, ma di permette di parlare in corso perché sono appena in Italia e che grazie a questa lingua posso viaggiare più facile dell'immaginario degli altri e voltare un meglio. A corrispondenza con la Sardegna e l'Italia, a sento giusto attraversare un avion e bon, c'è barretti a fare di non ha tutto ciò che hai ammintato e ho fatto di Sesulana anche io fidiando a Sardegna mi face nascere un bisogno di basse beni. Sono antropologa di formazione, dunque fiedo o stereotipo come un oggetto, un strumento che ha una funzione. Donc, quando cerco di definire i stereotipi non a Corsica o non a Sardegna, mi posso mica scantare a un sumere, ma piuttosto un mondo che rappresenta il sumere e perché l'hanno messo in avanzo. E dunque mi vengo che dei studi non a stereotipi caschiamo una drappola maggiore di chi spesso mettiamo in opposta certi stereotipi che non sono mica opposti. Vi piglio un esempio come usumere che può rappresentare l'arcaico, il passato, di betto a una modernità. Ma se noi pensiamo che su sa forma gusti può viaggiare e secondo un contesto, a maniera di filmarlo, interpretarlo, di ello che ci da permette di non oppone mica la fare, ma di mettere una complementarità. Volete dire che se il cinema sardo ha cominciato a filmare i sumeri per finire dopo un cida, per me è una logica, un progetto. On è mica un opposto tra tradizione e modernità. C'è bolso da passare di betto un'osservazione di una certa visione di Sardegna per poi permettere di dare più largo lo sguardo. Vi un altro esempio. Parlavo di realizzatori che sono piuttosto maschili.
Ebbene, un uomo che da rappresentare la sua identità forse non l'ha mica va di stessa maniera che una, perché one so di noi mamme, so di noi diciamo una situazione di trasmette e forse educate, cioè la parla di educazione di cultura in Mediterraneo, per mostrarsi appena meno che l'uomo. E dunque c'è un rapporto all'intimità e all'interno che nello sguardo di Eone non si vede mica a televisione, si indovina. Lo stereotipo può essere di noi, lo stereotipo è una maniera di mostrare mica. E per questo, piuttosto che di vedere ciò che lo mostra, sarebbe interessante di vedere a parte considerare mica a redo. Ci passa bene tra ciò che è troppo mostrato e ciò che è l'ubbiata da redo. Un'altra visione di noi che mi interessa. E dunque, fandomi questa domanda, chi si biata da redo, mi domando come sarà che oggi e one siano così pochi rappresentati nel cinema o che hanno trovato se non mica oggi che oggi la possibilità di esprimere la sua visione a elle. Donc una domanda che ti faccio così perché di l'occasione, d'après sa te, chi dice che impedisce una da dobrare l'arnese cinéma d'avoir ballet à son identità? Moi, je trouve que c'est parce que les hommes sont plus forts. Ah. Je dis que je faisais un peu de provocation. Non, effectivement, moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. Puisque moi, je me fie uniquement à ce que le cinéma Sard a voulu nous montrer. La même question se pose pour la Corse, mais en des termes différents. Je pense encore à Marie-Jeanne Thomas. Il y a d'autres exemples de femmes réalisatrices. Elle n'est pas passée au long métrage de fiction. Est-ce que ça fait pour autant d'elle une non-réalisatrice? Non. Donc il y a quand même un moyen d'expression de la part des femmes. Je t'en prie. Je voulais juste proposer une ébauche de réflexion. Alors, en tant que femme, je suis très mal à l'aise avec l'idée de prendre la parole en public. D'ailleurs, ça doit se voir un peu. Encore maintenant, je me soigne. Mais j'ai cette difficulté, finalement, de généraliser autour de mon cas. J'ai toujours le sentiment que si je dis quelque chose un peu trop fort, les gens vont être en mesure de penser que je généralise autour d'un cas que je veux particulier, que je veux garder comme quelque chose de particulier. La dimension à l'intime, qui est pour moi ma vision de la Corse et de l'identité, j'ai pas forcément envie de la représenter aux yeux de n'importe qui, d'un inconnu qui pourrait l'interpréter n'importe comment. Et ça fait partie des freins qui font que je suis beaucoup plus à l'aise dans une relation de proximité où, à la rigueur, je serais plus à l'aise sur un échange spontané, et un genre de tiens mais responde où je mesure ce que l'autre pense de moi pour pouvoir agencer mon propos en fonction, vous voyez. Et du coup, c'est cette communication de la proximité que j'apprécie et que j'ai du mal on va dire, à appréhender dans le cinéma. Je le trouve plus dans la chanson. Si je prends le stéréotype de la chanson corse, par exemple, et je regarde, il y a très peu de femmes également qui prennent la parole en public en termes de chant. On avait bien sûr une fonction très domestiquée avec les Bojeri, les Nanes, qui étaient très représentées dans la tradition populaire. Mais dès qu'une scène est venue, s'est offerte à nous dans les années 70, là, il a fallu se mettre en scène, se représenter, et ça a été encore une fois un frein. Comme si finalement... rentrer dans le rôle d'une personne qui va transmettre une image qui n'est pas forcément celle que l'on vit, c'est plus difficile. Alors je vais vous dire, reprenant les stéréotypes sur les chansons, la vision de la Corse, j'en parle souvent en cours avec mes étudiants, parce que je trouve que les chansons corses sont de formidables cinémas locaux qui permettent de voir la Corse de l'intérieur. Et il y a une chanson qui m'a marquée particulièrement, vous la connaissez tous, c'est la chanson de Azerve, qui est tirée d'une nouvelle de Pascal Ottavi et que Alain Dimé lui a mis en chanson pour le groupe Bogevento. Et je me suis hasardée à dire, et si cette vision de la jeune fille qui a été, on va dire, abusée par un seigneur qui finalement n'a pas reconnu l'enfant qu'elle portait, et son amoureux transi qui est venu la venger. Vous avez tous entendu parler de cette chanson, qui est venue la venger pour pouvoir sauver son honneur et qui va en prison pour que cette jeune fille, finalement,
et le sentiment d'avoir été protégé. Je me suis demandé si c'était pas une allégorie déguisée de la Corse, quelque part, où on ne sort pas finalement du rôle de la victime qui mérite d'être défendue et mise en avant. Et finalement, dans les stéréotypes qui nous collent à la peau, je trouve que ce rôle de la victime mérite d'être revisité. Et la peur de mourir aussi, la peur de disparaître, fait partie des stéréotypes. Vous voyez, je ne suis pas en train de cantonner uniquement à des formes figées, mais sur une représentation plus générale. Pourquoi cette forme dans une dimension d'un processus? Et la Corse a vraiment besoin d'arrêter d'avoir à se représenter et vivre, je pense, au présent plutôt que d'anticiper une mort éventuelle et d'exprimer, même si à un moment donné c'est nécessaire que de dire l'angoisse face au changement, à la globalisation qui semble nous tuer tous. La créativité et la représentation de la femme, c'est aussi celle qui met au monde, celle qui recrée en permanence. Et je la retrouve pas souvent dans cette vision de la Corse. Et je voulais juste souligner ça. Et je me sens assez dépourvue à l'idée de pas pouvoir amener plus que ces idées-là. Je me dis que finalement, ça se fait au quotidien, dans la proximité, dans notre rapport les uns les autres, à notre propre langue et notre propre culture, sans avoir forcément encore à agencer de grands projets. Donc l'idée est lancée. Je sais pas, je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler. Et puis de toute façon, c'est un processus qui concerne tout le monde ici. On aura l'occasion de le dérouler et de rendre les choses plus concrètes. Merci en tout cas pour l'occasion. Merci pour ces belles réflexions en tout cas et intéressantes. C'est intéressant aussi de déborder sur d'autres terrains, la chanson notamment, et d'avoir un regard d'une anthropologue. D'ailleurs, je te rejoins sur pas mal de choses, hein, sur la fonction du stéréotype, quand tu dis que, par exemple, si on représente un âne, qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà, ça dépend, encore une fois, ça rejoint la question qui m'a été posée. Hein. Ça dépend du regard que l'on pose dessus et ce qu'on veut en faire. Donc la fonction du stéréotype dépend aussi disons, d'une démarche plus générale. J'ai noté aussi ce que tu as dit sur la digestion du stéréotype en le montrant, qui a permis de passer à une autre étape qui était le fait de montrer la ville. Ce qui est un peu différent dans le cinéma corse d'ailleurs, où on a eu presque immédiatement dans le nouveau cinéma corse, qui encore une fois, c'est arbitraire de le présenter comme ça, mais Thierry de Perret y a aussitôt mis les pieds dans le plat, avec les Apaches, qui pour le coup n'a pas bénéficié d'une période de digestion et qui a représenté la Corse, je crois, de façon très violente, et pas du tout dans le stéréotype classique de la contrée exotique, des plages, etc. D'ailleurs, on voit très peu la mer. Est-ce que... Oui, absolument. Et c'est pareil pour Enrico Pau en Sardaigne. On a la création d'un nouveau stéréotype dans les lieux, les personnages, les situations, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas eu la période de digestion qu'il y a pu avoir dans le cinéma sarde, par exemple, où c'est venu bien après. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une correction à faire sur l'image elle-même, sur l'image de l'identité? Est-ce qu'il est tout à fait indispensable d'avoir une unicité de l'identité, ou bien ne faut-il pas admettre une sorte de dialogisme identitaire qui fait que, comme cela a été dit tout à l'heure dans la définition initiale, pour définir l'identité, pour la ressentir, il faut que je pose ou que je suppose, que j'oppose aussi une altérité. Il me semble que c'est cela que vous avez dit de manière permanente à travers les références que vous avez prises, y compris dans les différentes phases, les différentes expressions cinématographiques. Il me semble qu'on ne peut pas identifier le cinéma, la production cinématographique d'une génération, voire de personnages de cette génération, sans la référence aux autres, sans la référence aux stéréotypes figés ou aux stéréotypes, j'allais dire, qui continuent leur vie à travers les imaginaires individuels et collectifs. Oui, alors après, dès qu'on parle de cinéma, et je disais encore plus de séries, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse aussi à un public.
Donc à un moment donné, il faut aussi poser des éléments de reconnaissance. Je prends encore une fois les Apaches de Thierry de Perret. Ça se passe en Corse, ça pourrait se passer n'importe où. Mais du coup, qu'est-ce qui ancre le discours dans une réalité corse? C'est notamment la langue, le renvoi à la langue, le renvoi au tourisme, etc. Mais oui, l'identité, elle est multiple et elle est mouvante. Et elle continuera, je pense, d'évoluer dans les années qui viennent. Mais je reprends encore une fois l'exemple des séries télé. Si Une île, la série d'Arte, est une très belle série, une série tout à fait réussie, elle a quelques défauts bien sûr, mais elle fonctionne pour la Corse et pour l'ailleurs, c'est parce que justement elle a une identité qui ne s'adresse pas exclusivement à la Corse, alors que Le Temps d'être assassin, l'autre série, est beaucoup plus caricaturale, et du coup on cultive des aspects négatifs par rapport à la Corse. Et du coup un discours presque corso-corse, qui du coup peut être gênant. J'ai juste une réflexion, c'est-à-dire aborder le cinéma par le biais du stéréotype. N'est-ce point un biais, justement, dans la mesure où la valeur d'une œuvre cinématographique, ça n'est pas une suite d'images, mais c'est qu'est-ce qu'a voulu raconter le réalisateur et comment il l'a raconté. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des stéréotypes, mais il faut peut-être les contextualiser. Sûr. À partir du moment où, effectivement, l'âne... alors là, je vois l'âne. Ah tiens, c'est un stéréotype. Mais non, attends, peut-être que l'âne avait une fonction autre. Est-ce que, forcément, on doit parler de représentation de l'île, alors qu'en réalité... on a un réalisateur qui nous raconte une histoire. Alors, l'idée du contexte, elle est importante. C'est à la fois contextualiser dans une histoire de représentation de la Sardaigne, ou de la Corse, bien sûr, mais c'est aussi, j'en ai parlé peut-être un peu rapidement, mais il y a des fonctions dans le récit, notamment la place de la femme. On peut voir que la mère, à un moment donné, dans des amistades, a le rôle de... etc. Bon, je peux faire une analyse, mais elle a aussi une fonction dans la narration et dans le récit. Donc oui, les stéréotypes deviennent des stéréotypes dès lors qu'on veut les considérer comme tels, mais ils sont aussi des éléments qui renvoient à une réalité d'une histoire ambientata dans un territoire, absolument. Oui. Mais des fois, certains en abusent. Voilà. Oui. Mais à partir du moment où ils n'ont que ça à raconter, pour moi, ça n'est plus du cinéma. Pour moi, c'est une suite de stéréotypes. Un catalogue. Voilà, un catalogue, que ce soit la Corse ou la Sardaigne, c'est la même chose. Donc, très juste. Oui. Comment sont perçus tous ces films sardes en Sardaigne? Est-ce que les gens apprécient ce... Alors, il y a une question qui revient souvent, notamment des sardes, quand je dis je travaille sur le nouveau cinéma sarde. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il existe des films sardes. Bon. Donc, pas tous les sardes ne connaissent l'existence d'un cinéma sarde, qui existe très clairement, puisque je l'ai démontré par différents travaux de recherche. Mais la plupart des films tournés par des sardes en Sardaigne, par des sardes, etc., ont été bien reçus par les sardes. Mais les raisons, elles sont multiples. Il y a l'idée de voir sa propre région, etc. Puis il y a aussi l'idée de voir les amis qui ont tourné, qui sont figurants dans cette scène, etc. On a des exemples, notamment pour La Destinazione, de gens qui se sont rués dans les salles pour voir justement cette vision-là. Ça, c'était vraiment dans les années 2000. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de... Alors Bonifacio Angius est moins vu, malgré tout, parce que c'est un cinéma d'auteur, mais une production comme L'Uomo che comprò la luna, et parce que c'est une comédie qui est portée, par un réalisateur qui est connu et apprécié des sardes, parce qu'il avait tourné aussi L'Arbitro, qui avait aussi une résonance particulière en Sardaigne, mais qui est porté aussi par des acteurs qui incarnent les personnages du film, comme Benito Urgu et Jacopo Colin, qui sont deux personnages et deux humoristes très connus en Sardaigne, parce qu'ils font de la télévision, ils font de la scène. D'ailleurs, le dernier spectacle de Jacopo Colin, qui joue donc Gavino, se joue à guichet fermé. Et il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, et donc très apprécié. Donc il y a aussi cet effet-là qui joue. Alors, L'Uomo che comprò la luna a cartonné,
en Sardaigne et sur le continent italien. Moi, il y a eu une tournée aussi, hein, donc ça a été encouragé aussi par une promotion très présente sur le territoire. Après, en discutant avec certains Sardes, ou non d'ailleurs, ou des personnes qui travaillent en Sardaigne, pas tous n'ont apprécié, avec un peu de recul, autant que nous, que moi peut-être, ce regard sur la Sardaigne, en disant que c'était exagéré, que bon. J'ai tendance à dire que le Sarde est moins susceptible qu'avant, sans doute, parce qu'il a digéré hein, justement cette idée des représentations. C'est fait par la comédie, donc forcément il y a un filtre qui est plus évident qu'un film dit sérieux. Mais il y a quand même des personnes qui seront toujours hostiles à cette façon d'être représentées à l'écran, en disant c'est pas moi, surtout pas. Ou qui n'ont pas le recul nécessaire, ou qui n'ont pas envie d'avoir ce recul nécessaire. Parce qu'il y a un côté un peu sacré aussi de notre culture. Voilà. Les drames sont moins vus. Ils sont moins vus. Donc ils vont être plus appréciés par des personnes qui ont tendance à voir des films d'auteur. C'est toujours pareil, c'est le rapport aux communautés de public. Hein. Et un aspect intéressant, c'est si on observe les réactions des publics dans les festivals dédiés au cinéma italien à l'étranger. Où là, les films sont vus, parce que voilà, le public est plus réceptif et plus habitué à des films plus d'auteurs. Alors, merci Fabien pour la communication qui a suscité autant de réflexions. J'avais plusieurs points à évoquer, mais j'essayerai d'être bref. D'abord, quand on parle de cinéma de la Méditerranée, du Sud, tu as parlé de cinéma méridional. Il y a une présence qui va avec la représentation du stéréotype de la violence. C'est une présence, omniprésence de la mort. Mm-hmm. Or, la mort, comme on le disait tout à l'heure, c'était affaire des femmes, alors qu'ils ne sont pas là. Donc déjà, première question, pourquoi, si on parle de la mort, les femmes ne sont pas là? Non, alors les femmes, elles y sont aussi. Oui, mais parfois, elles pleurent autour du cercueil. Elles sont celles qui accomplissent la vengeance aussi parfois quand il y a un drame, notamment d'archipel, où la femme est malgré tout présente. Hein. Donc elles ne sont pas totalement inexistantes. Ah oui, mais alors, à ce que j'ai compris, ils ont un rôle secondaire, alors qu'entre-temps de la mort, ce sont elles qui sont les protagonistes. Elles sont les protagonistes. Deuxième point, je ne me rappelle pas si c'était lors de la première ou la deuxième stonda, et Giacomo Thiers parlait du fait qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'œuvres de fiction. Mm-hmm. Donc, est-ce que les succès dont jouit le film L'homme qui comprend la lune est dû en part au fait qu'il y a autant de recul que les Sardes comprennent qu'il s'agit d'un stéréotype qui est faux. Donc, le rôle du faux stéréotype. Donc, on a autant de caricatures qui permet un éloignement et donc de ne pas s'identifier, donc les juger comme une plaisanterie. Et une autre réflexion que je viens de faire, un autre doute qui me vient toujours de Giacomo Thiers, qui parlait tout à l'heure du fait du stéréotype de l'autre. Est-ce que quand tout le monde applaudissait au cinéma d'Ajaccio, est-ce que cela vient en partie du stéréotype de l'autre, c'est-à-dire de l'américain? Parce qu'il y a aussi le stéréotype de l'américain. Donc, si on partage les rôles de protagonistes, c'est aussi parce qu'il y a l'autre stéréotype. On connaît que le stéréotype sarde est plus ou moins faux, donc on a un recul, on sait que c'est un catalogue juste pour faire rire, alors qu'on accepte plutôt les stéréotypes de celui qui veut dominer, maîtriser le monde. Alors, il y a deux choses, donc pour revenir sur les deux derniers points. Il y a le recul, effectivement, pour la comédie, hein, pour l'homme qui comprend la lune, mais c'est tellement tourné en dérision. Tous les stéréotypes sont tellement tournés en dérision
C'est quand même assez violent. C'est vraiment la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, oula, comment les Sardes vont réagir. Et d'ailleurs, le film a été montré aux Corses avant de le montrer aux Sardes. C'est pour ça que le réalisateur était très impatient de connaître les réactions des Corses, en prévision de ce qu'allaient recevoir les Sardes par la suite. Mais c'est fait avec tellement de... Allez, avec tellement de magagne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dérision, et c'est voulu aussi dans le fait même de le présenter comme une comédie portée par des personnes que les Sardes connaissent en tant que comédiens, comiques, etc., que ça permet de le digérer a priori. Voilà. Un peu comme Pif, mais là, c'est plus... Et d'ailleurs, l'une des sources d'inspiration de Paolo Zucca, c'était Astérix en Corse. Astérix en Corse n'a jamais été refusé par les Corses, parce que c'était dans une bande dessinée et qu'il y avait forcément ce recul a priori qui permettait d'en rire. De la même façon que Teatro Mascone en Corse se moque beaucoup des Corses, mais le fait... c'est de l'autodérision. Et dès que c'est de l'autodérision, ça passe beaucoup mieux que si c'est quelqu'un d'autre qui doit représenter la même chose. Et il y a malgré tout un fond de vérité, auquel les Sardes sont malgré tout habitués. Et puis, les réactions du public corse, alors il y a déjà l'engouement par rapport à une salle qui rigole. On sait que quand un film est projeté à une certaine heure, avec un certain type de public, devant une communauté en partie composée de descendants sardes, etc., parce qu'il y a ça aussi, hein, il y avait cette revendication à Ajaccio, de gens qui ont dit « Ah mais moi, je suis sarde, je reconnais mes racines, bon, etc. » Donc il y a cet engouement aussi qui est partagé. Si un groupe de personnes éclate de rire dans une salle, ça contamine le public. Ça, c'est une réalité. Ça s'est vu aussi dans des drames qui parfois ont été joués et qui ont amusé certaines personnes. Et du coup, les personnes se mettaient à rigoler comme par capillarité, donc chose qu'on ne comprenait pas trop. Mais bon, là, pour le coup, il y a eu cet effet-là. Le réalisateur était présent aussi et a permis au public d'adhérer déjà, encore une fois, a priori au film. Et puis, il y a cette idée, tu as raison de souligner, c'est de David contre Goliath. C'est le petit peuple qui gagne, et on a tendance à l'accepter davantage encore s'il s'agit de nos cousins sardes. Ce ne sont pas nos frères, au moins nos cousins, et c'est là que le... Mal aussi, on accepte ça. Oui. Tous ceux qui sont contre les États-Unis. Tous ceux qui sont contre l'impérialisme américain. Ouais. Ouais. Bien. Je trouve qu'on a été assez long. Non, nous n'avons pas été longs. Tu n'as pas été long, bon. Toi, en tout cas. Ton exposé a été nourri, dense, et nous allons le reprendre, certainement à partir de la publication que tu évoquais tout à l'heure, pour l'approfondir. Moi, je ne veux pas faire rebondir le débat, mais je ne veux pas non plus me retirer sur la littérature, mais je retrouve dans cette adhésion et après ce refus du stéréotype, à travers le temps, je retrouve ce qui s'est passé pour ce qu'on appelle le mériméisme, où il y a quand même un moment, il y a la construction par quelqu'un qui est une intelligence et une culture évidemment supérieure, qui ne peut pas être contestée en tout cas. Il y a production d'images stéréotypiques, certainement, mais il y a adhésion de la communauté dans un premier temps, et après, il y a, pour affirmer l'identité réelle ou prétendue telle, il y a refus, il y a éloignement de cette image dans le temps. Et je voudrais bien savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que les images de Mérimée soient rejetées véritablement, très profondément par les Corses eux-mêmes, quelles que soient les affirmations qu'ils peuvent avoir à travers leurs différentes productions. Non, mais le temps à jouer, c'est la même chose pour les... En étant très bref, hein, dans le nouveau cinéma sarde, les anciennes représentations de la Sardaigne au cinéma, je prends Padre Padrone, a été refusée en 1977. Aujourd'hui, c'est largement toléré et accepté dans une histoire des représentations de la Sardaigne, parce que le temps a joué et le recul, évidemment, a permis de digérer les choses. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Et puis, à la semaine prochaine. Hein. N'oublie pas de venir. Ouais. Hein. Semaine prochaine, dernier volet sur la Sardaigne et le cinéma. On parlera des langues du nouveau cinéma sarde. Et on fera évidemment référence aussi à la question de la langue dans le cinéma corse, chez De Peretti et chez Rinato Frassati, parce que ça va poser aussi quelques problèmes de... Voilà, on fera un peu de provoque encore.
Eh bien, tu nous allèges. À la semaine prochaine. Merci. Merci.